Les inégalités liées au sexe s'expriment dans le fonctionnement quotidien de la famille. Les garçons sont autorisés à s'extraire assez tôt du cercle restreint de la famille. Les adolescents ont, par exemple, davantage le droit de sortir que les adolescentes, de s'inscrire à des clubs de sport ou de rentrer tard. L'intérieur devient le lieu féminin et l'extérieur le lieu masculin. Cette distinction trouve des applications concrètes dans la participation des enfants aux tâches ménagères. Les jeunes filles sont très tôt encouragées à seconder leur mère dans les tâches domestiques. Elles participent plus souvent que les garçons au ménage, à la préparation des repas ou à la surveillance des petits. Ces exigences inégales reposent sur l'idée qu'il existe des compétences propres correspondant à l'image de ce qu'on sont supposés être les hommes et les femmes. L'extérieur, la force, la technique et la science sont généralement des domaines associés au savoir-faire masculin. L'intérieur, l'expression, le domestique et les lettres définissent davantage les aptitudes féminines. Ces distinctions continuent d'exister et fondent en partie les inégalités de sexe, renforcées par les autres instances de socialisation que sont les écoles, le lieu de travail, les groupes de pairs et les médias. Messieurs, veuillez répondre à notre question. Vous allez faire des règlements pour la République. N'y travaillons-nous pas de concert? À quoi nous destinez-vous là-dessus? À rien, comme à l'ordinaire. C'est-à-dire à vous marier quand vous serez fille, à obéir à vos maris quand vous serez femme, et à veiller sur votre maison. On ne saurait vous ôter cela, c'est votre lot. Est-ce là votre dernier mot? Battez tambour. Et vous, allez afficher l'ordonnance à cet arbre. Qu'est-ce que c'est que cette mauvaise plaisanterie-là? Parlez-leur d'un petit mortigène. Voulez-vous bien vous expliquer, madame? Lisez l'affiche. L'explication y est. Elle vous apprendra que nous voulons nous mêler de tout, être associés à tout, exercer avec vous tous les emplois, ceux de finance, de judicature et d'épée. D'épée, madame? Oui, d'épée, monsieur. Sachez que jusqu'ici, nous n'avons été poltronnes que par éducation. Mort de ma vie! Qu'on nous donne des armes, nous serons plus méchants que vous. Je veux que dans un mois, nous manions le pistolet comme un éventail. Je dirai ces jours passés sur un perroquet, moi qui vous parle. Il n'y a que de l'habitude à tout. De même au palais à tenir l'audience. À être présidente, Conseillère, intendante, capitaine ou avocate. Des femmes avocates? Tiens donc, c'est que nous n'avons pas la langue assez bien pendue, n'est-ce pas? je pense qu'on ne nous disputera pas le don de la parole. Vous n'y songez pas. La gravité de la magistrature et la décence du barreau ne s'accorderaient jamais avec un bonnet carré sur le cornet. Et qu'est-ce qu'un bonnet carré, messieurs? Qu'a-t-il de plus qu'une autre coiffure? Il n'en va de notre bail non plus que votre code. Jusqu'ici, c'est votre justice, et non pas la nôtre. Justice qui va comme il plaît à nos beaux yeux, lorsque ceux-ci veulent s'en donner la peine. Et si nous avons part à l'institution des lois, nous verrons bien ce que nous ferons de cette justice-là. Aussi bien que du bonnet carré, qui pourrait bien devenir octogone si on nous fâche. La veuve ni l'orphelin n'y perdront rien. Que sait-on si une femme ne vaut pas un homme politique dans ce siècle frivole et d'égoïsme? Un cœur brave, Non. courageux, Non. patriotique, Ouais. me trouver d'honneur ce projet et faire des heureuses découvertes. Histoire de tous les pays, on va dire que les femmes ne sont pas toujours inutiles. Tout à fait. Ce sexe, toujours subordonné, a toujours cherché à entrer en lice avec celui qui lui fait sans cesse sa loi. Et il semble qu'il n'a le droit d'élever la voix que dans les grandes affaires. C'est une injustice. Oui, une injustice de la part de tous les hommes de ne pas mettre les femmes dans les affaires quand elles sont capables d'en faire bon usage. Comment? Pas le monde dans le ciment. Pas une marque distinctive. Si, un bout de ruban de mérite. Tandis que, pour avoir fait un éloge, une comédie, les hommes obtiennent les honneurs de la noblesse. On doit convenir qu'une femme qui travaille sans cesse pour le bien de son pays mérite non seulement l'estime de tous les hommes, je dis bien l'estime de tous les hommes, mais encore quelques marques distinctives. J'en connais une qui se sacrifierait en remède pour sauver son pays. Me ferez-vous la grâce, don Juan, de bien vouloir me reconnaître?
Et puis-je au moins espérer que vous daigniez tourner le visage de ce côté? Madame, je vous avoue que je suis surpris et que je ne vous attendais pas ici. Oui, je vois bien que vous ne m'y attendiez pas. Et vous êtes surpris, à la vérité, mais tout autrement que je ne l'espérais. Et la façon dont vous le paraissez me persuade pleinement de ce que je refusais de croire. J'admire ma simplicité et la faiblesse de mon cœur à douter d'une trahison que tant d'apparences me confirmaient. J'étais assez bonne, je le confesse, ou plutôt assez sotte pour me vouloir tromper moi-même et travailler à démentir mes yeux et mon jugement. J'ai cherché des raisons pour excuser à ma tendresse le relâchement d'amitié qu'elle voyait en vous, et je me suis forgée exprès, sans sujet légitime d'un départ si précipité, pour vous justifier du crime dont ma raison vous accusait. Mes justes soupçons, chaque jour, avaient beau me parler. J'en rejetais la voix qui vous rendait criminel à mes yeux, et j'écoutais avec plaisir mille chimères ridicules qui vous peignaient innocent à mon cœur. Mais enfin, cet abord ne me permet plus de douter, et le coup d'œil qui m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Je serai pourtant bien aise d'ouïr de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez, don Juan, je vous prie, et voyons de quel air vous saurez vous justifier. Madame, voilà Sganarelle qui sait pourquoi je suis parti. Moi, monsieur, j'en sais rien, s'il vous plaît. Eh bien, Sganarelle, parlez. Il m'importe de quelle bouche j'entende ces raisons. Ah non, parle donc à madame. Qu'est-ce que je vais lui dire? Approchez, puisqu'on le veut ainsi, et me dites un peu les raisons d'un départ si prompt. Tu ne répondras pas? Je ne sais quoi répondre. Vous vous moquez de votre serviteur. Veux-tu répondre à tes vigiles? Madame? Quoi? Si tu... Madame? Alexandre, les conquérants et les autres mondes sont cause de notre départ. Voilà, monsieur, tout ce que je puis dire. Vous plaît-il, don Juan, nous éclaircir ces beaux mystères? Madame, à vous dire la vérité. J'arrive. D'accord. Que ne vous armez-vous le front d'une noble effronterie? Que ne me jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi? Qu'il est certain que vous brûlez de me rejoindre et qu'éloigné de moi, vous souffrez ce que souffre un corps qui est séparé de son âme. Voilà comment il faut vous comporter et non pas être interdit comme vous êtes. Je vous avoue, madame, que je n'ai point le talent de dissimuler et que je porte un cœur sincère. Je ne vous dirai point que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous et que je brûle de vous rejoindre, puisqu'enfin, il est assuré que je ne suis parti que pour vous fuir. Non point par les raisons que vous pouvez vous figurer, mais par pur motif de conscience. Et pour ne croire pas qu'avec vous davantage, je puisse vivre sans péché. Me repentir m'a pris et j'ai craint le courroux céleste. J'ai fait la réflexion que pour vous épouser, je vous ai dérobé à la clôture d'un couvent, que vous avez rompu des vœux qui vous engageaient autre part, et que le ciel est fort jaloux de ces sortes de choses. J'ai cru que notre mariage n'était qu'un adultère déguisé, qu'il nous attirait quelques disgrâces d'ombre, et qu'enfin, je devais tâcher de vous oublier et vous donner moyen de retourner à vos premières chaînes. Voudriez-vous, madame, vous opposer à une si sainte pensée, et que j'allasse en vous retenant me mettre le ciel sur les bras, que par... Ah, scélérat! C'est maintenant que je te connais tout entier. Et pour mon malheur, je te connais lorsqu'il n'en est plus temps. Mais sache que le même ciel dont tu te joues me saura venger de ta perfidie. Sganarelle, le ciel! Oui, nous nous moquons bien de cela, nous autres. Madame la comtesse, Juliette de Lespinasse. Si au moins on avait son mot à dire, mais à croire qu'ils le font exprès. Derrière moi, les bigots. Des hypocrites et flagorneurs, toujours prêts à inviter monsieur le curé pour le déjeuner d'après-messe. À ma gauche, le Georges Danchon, qui s'est distingué de son vivant par une vulgarité sans pareille, en parole et en acte. Mais le pire vraiment, est à ma droite.
Le comble de l'indécence. Le petit Grandjean, un va-nu-pied malpropre, un étudiant bohème qui ne désirait qu'abattre les fondements sociaux de notre vieille France, qui se targuait de mettre l'État à feu et à sang afin de supprimer notre système démocratique libéral. Je ne veux pas être médisante, mais quand même, je pense que quelque part en ce monde existe une justice pour ces contestataires rouges, et je ne peux que me réjouir que le cocktail Molotov lui explosait entre les mains. Mais, voyez ma condition en ces lieux. Des bigots obséquieux, un blasphémateur incestueux, un bolchevique chevelu, charmante société. Et encore, à mes pieds reste une place vacante. Alors je m'attends à tout. À vraiment tout. Ils servent encore? Je dois rester dans ce coin pour le moment. Je suis venue là où je ne devrais pas vous regarder mon homme. Mon homme et son métier. Je ne suis pas non plus venue incognito. Je suis venue moi-même et en personne, bordel. Bête, futé, un peu chiffonné. Je m'habille à contre-temps et je ne conviens pas où je suis. Je suis la seule à garer ma voiture dans des parkings déserts. Je vais dans des maisons bizarres l'après-midi. J'ai encore mon maquillage à l'arrêt de bus aux dernières heures de la nuit. Je ne supporte plus cela. Plus du tout, monsieur. Vous comprenez? C'est la dernière fois que je vais aimer. Je n'ai pas dû encore recommencer, c'est ça? Bon. Je suis venue ici ce soir pour qu'ils puissent nous voir toutes les deux. Pas l'une dans un monde et l'autre dans l'autre, mais toutes les deux sous la même lumière. Et qu'ils choisissent. Alors ce sera soit lui, soit quelque chose d'autre. Mais pas dans notre ordre. Non, Tom. Pardon. Puis Dom. Je devine qu'elle ne sait pas. Regardez son sourire. Tellement spontané. Beaucoup trop spontané. Je pense. Qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'elle dira? Est-ce qu'il viendra? Est-ce qu'il annulera? C'est la porte? C'était la voiture? Je osais me toucher. Est-ce qu'il va appeler? Oh mon Dieu, il vient de ce côté. Où est-il? Qui, mon chou? Un homme et sa femme, ils venaient de ce côté. Ils sont passés à côté de vous, mon chou. Et ils sont sortis. Suivez ce couple. Je voudrais vous faire partager nos convictions de femmes. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. C'est toujours un drame, et cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, et s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et, autant que possible, en dissuader la femme. Nous pensons ainsi répondre aux désirs conscients ou inconscients de toutes ces femmes laissées dans cette situation de détresse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités que votre commission spéciale a entendues au cours de l'automne 1973. Actuellement, celles qui sont dans cette période de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette, non seulement dans l'opprobre et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, tout souvent, elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer, ou leur apporter un appui et une compréhension. Parmi ceux qui, aujourd'hui, combattent une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes de leur détresse? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su accorder aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient grand besoin? Vous prétendez réaliser le suffrage universel? Vous ne l'aurez pas. Les femmes, vraiment femmes, n'exerceront pas ce droit.
Elles n'affronteront ni le bruit, ni les contacts brutaux de la vie publique. À supposer même qu'elles en aient essayé un jour. Effarouchées, désireuses de conserver leur délicatesse, elles se hâteront de regagner leur nid, elles s'y cacheront et n'en sortiront plus. Au lieu du suffrage universel, vous aurez organisé ce qu'il y a de pire au monde. Le suffrage d'une minorité. La minorité des esprits dévoyés, des existences risquées, des femmes qui n'ont rien à perdre. Pour satisfaire cette minorité-là, la minorité des femmes politiques, vous aurez compromis dans son ensemble la gracieuse influence et la noble vocation de la femme. Je ne sens pas que mon âme est un sexe, comme vous tâchez souvent de me le démontrer. Je ne sens en moi une faculté absolue pour quoi que ce soit. Par exemple, je ne me sens pas brave d'une manière absolue, ni poltron d'une manière absolue. Croyez-moi, nous sommes tous sous l'impression du moment. Et l'homme qui se vanterait de n'avoir jamais eu peur me semblerait un grand fanfaron. De même qu'une femme pourrait dire devant moi qu'elle a des jours de courage sans que j'en fusse étonnée. Engage. Et toi qui restes là, tête basse, avoues-tu ou nies-tu le fait? Je l'avoue, et ne garde certes de le nier. Bien. Maintenant, réponds-moi, sans phrase, d'un mot. Connaissais-tu la défense que j'avais fait proclamer? Oui, je la connaissais. Pouvais-je l'ignorer? Elle était des plus claires. Ainsi, tu as osé passer outre à ma loi? Oui, car ce n'est pas Zeus qui l'avait proclamée. Non, ce ne sont pas là les lois qu'il a jamais fixées aux hommes. Et je ne pensais pas que tes défenses à toi fussent assez puissantes pour permettre à un mortel de passer outre à ces lois. Aux lois non écrites, inébranlables des dieux. Que j'ai dû mourir, ne le savais-je pas? Mais mourir pour moi n'est pas une souffrance. C'en eût été une, au contraire, si j'avais toléré qu'un fils de ma mère n'eût pas, après sa mort, obtenu un tombeau. Ah, quelle est bien sa fille, la fille intraitable d'un père intraitable. Elle n'a jamais appris à céder au coup du sort. Oui, mais sache bien, toi, que ces volontés si dures sont celles qui sont aussi le plus vite brisées. Désormais, ce n'est plus moi, mais c'est elle qui est l'homme. Si elle doit s'assurer impunément un tel triomphe. Il n'importe, ni elle ni sa sœur n'échapperont à une mort infâme. Oui, celle-là aussi, je l'accuse d'avoir été sa complice pour ensevelir le mort. C'est la règle. Tu me tiens entre tes mains. Veux-tu plus que ma mort? Nullement. Avec elle, j'ai tout ce que je veux. Alors pourquoi tarder? Pas un mot de toi qui me plaise, et j'espère qu'aucun ne me plaira jamais. Mais c'est, entre beaucoup d'autres, l'avantage de la tyrannie, qu'elle a le droit de dire et de faire absolument ce qu'elle veut. Toi seul penses ainsi, parmi ces Calméens. Ils pensent comme moi, mais ils tiennent leur langue. Et toi, tu n'as pas honte à te distinguer d'eux? Je ne vois pas de honte à honorer un frère. C'était ton frère aussi, celui qui lit ta tête? Certes, frère de père et de mère à la fois. C'est le maître pourtant sur le rang d'un impie. Mais l'autre était son frère et non pas son esclave. En attendant, l'ennemi même mort n'est jamais un ami. Je suis de ceux qui aiment, non de ceux qui haïssent. Eh bien donc, s'il te faut aimer, va-t'en sous terre aimer les morts. Moi, tant que je vivrai, ce n'est pas une femme qui me fera la loi. Je suis signée Bernadette Bigot, fille de Martine Bigot. Certifie sur l'honneur que le seul phallus touché de ma vie entière fut celui du cousin Georges des T43 dans la grange au foin. Confirme la découverte de mon homosexualité au pensionnat Marie-Madeleine de la ville avec sœur Thérèse et ma camarade Yvette. Soutient qu'à l'âge de 21 ans, je n'ai plus posé les pieds dans une église, même lors de mon voyage à Venise, avec Raymond en août 61. Assume mon militantisme athée à la cause des femmes puis au MLF. Affirme que mon décès prématuré à 47 ans suite à un cancer de l'utérus est indépendant de mon choix de vie. Jure que j'ai volontairement mis fin à une lignée de frigides femelles catholiques et proclame ainsi l'extinction totale de la race des Bigots. Comment l'amener à ma vue et lui faire agréer la voix de mes conseils? Ah, si elle renonçait à
son cœur et à l'obstination de son âme. Va donc, fais-la venir de la maison ici. Dis-lui qu'elle a en nous des amis. Je le ferai, mais j'ai peur de ne pas convaincre ma maîtresse. J'ai ouï la longue clameur plaintive de ses sanglots. Elle pousse des cris perçants, lamentables, contre le traître au lit conjugal, le mauvais époux. Femme de Corinthe, je suis sortie de la maison pour ne pas encourir vos reproches. Un malheur s'est abattu sur moi à l'improviste et m'a brisé l'âme. C'en est fait de moi. J'ai perdu la joie de vivre et je désire mourir, mes amis. Celui en qui j'avais mis tout mon bonheur, je ne le sais que trop. Mon époux est devenu le pire des hommes. De tout ce qui a la vie et la pensée, nous sommes, nous autres femmes, la créature la plus misérable. D'abord, il nous faut, en jetant plus d'argent qu'il n'en mérite, acheter un mari et donner un maître à notre corps, ce dernier mal pire encore que l'autre. Puis se pose la grande question. Le choix a-t-il été bon ou mauvais? Car il y a toujours scandale à divorcer, pour les femmes, et elles ne peuvent répudier un mari. Quand on entre dans des habitudes et des lois nouvelles, il faut être devin pour tirer, sans l'avoir appris dans sa famille, le meilleur parti possible de l'homme dont on partagera le lit. Si, après de longues épreuves, nous y arrivons, et qu'un mari vive avec nous sans porter le joug à contre-cœur, notre sort est digne d'envie. Sinon, il faut mourir. Quand la vie domestique pèse à un mari, il sort au dehors guérir son cœur de son dégoût, et se tourne vers un ami ou un camarade de son âge. Mais nous, il faut que nous n'ayons Dieu que pour un seul être. Ils disent de nous que nous vivons une vie sans danger à la maison, tandis qu'ils combattent avec la lance. Piètre raisonnement! Je préférerais lutter 3 fois sous un bouclier, plutôt que d'accoucher une seule. Qui est-ce? Qui aimes-tu? Je te hais. Qui est-ce? Je te dis que c'est fini. Fini le mensonge. Que chante-t-elle? La chanson des épouses. Tu vas la connaître. Et elle va chanter maintenant. Oui, nous sommes toutes là avec nos maris insuffisants ou nos veuvages. Et toutes, nous nous consumons à leur rendre la vie et la mort agréables. Et s'ils mangent de la laitue cuite, il leur faut le sel et un sourire. Et s'ils fument, il nous faut allumer leur ignoble cigare avec la flamme de notre cœur. Pour qui parles-tu? Tu m'as vu jamais manger de la laitue cuite. Ton oseille, si tu veux. Et n'en mange pas d'oseille. Et ne fume pas de cigare, ton amant. Si. Mais l'oseille mangé par mon amant devient une ambroisie dont je lèche les restes. Et tout ce qui est souillé quand mon mari le touche sort purifié de ses mains ou de ses lèvres. Moi-même. Et Dieu sait. Reviens-toi, Agathe. Justement, j'y reviens. Je suis enfin revenue. Et 24 heures par jour, nous nous tuons, nous nous suicidons, pour la satisfaction d'un être dont le mécontentement est notre seule joie. Pour la présence d'un mari, dont l'absence est notre seule volupté. Pour la vanité du seul homme qui nous montre journellement ce qui nous humilie le plus au monde. Ses orteils. Et la petite queue de son linge. Et voilà qu'il ose nous reprocher de lui dérober par semaine 1 heure de cet enfer. Mais alors c'est vrai, il a raison. Parce que cette heure merveilleuse arrive, nous n'y allons pas de main morte. Hier encore, elle m'embrassait. Je suis jolie et il est laid. Ouais. Je suis jeune et il est vieux. J'ai de l'esprit et il est bête. J'ai une âme et il n'en a pas. Et c'est lui qui a tout. En tout cas, il l'a. Et c'est moi qui n'ai rien. En tout cas, je l'ai. Et jusqu'à ce matin, moi qui donnais tout, c'est moi qui devais paraître comblée. Pourquoi? Je lui serre ses chaussures. Pourquoi? Je lui brosse ses pellicules. Pourquoi? Je filtre son café. Pourquoi? Alors que la vérité serait que je l'empoisonne, que je frotte son col de poids et de cendre. Les souliers encore, je comprends. Je crachais sur eux. Je crachais sur toi. Mais c'est fini. C'est fini. Salut! Oh, vérité! Ouais! C'est fait. J'aime autant mourir. Elle chante bien, les épouses. Qui est-ce? Qui est-ce?
Il croit à tous ses maris que ce n'est qu'une personne. Des amants, tu as des amants. Il croit que nous ne les trompons qu'avec des amants. Avec des amants aussi. Sûrement. Nous, nous trompons avec tout. Quand ma main glisse au réveil et machinalement tâte le bois du lit, c'est mon premier adultère. Employons-le pour une fois, ton mot adultère. Que je l'ai caressé, ce bois en te tournant le dos durant mes insomnies. C'est de l'olivier. Quel grain doux. Quel nom charmant. Quand j'entends le nom Olivier dans la rue, j'en ai un sursaut. J'entends le nom de mon amant. Et mon second adultère, c'est quand mes yeux s'ouvrent et voient le jour à travers la persienne. Et mon troisième, c'est quand mon pied touche le du bain, c'est quand j'y plonge. Je te trompe avec mon doigt, avec mes yeux, avec la plante de mes pieds. Quand je te regarde, je te trompe. Quand je t'écoute, quand je feins de t'admirer à ton tribunal, je te trompe. Bah, tue les oliviers, tue les pigeons, les enfants de 5 ans, fillettes et garçons, et l'eau, et la terre, et le feu. Tu es trompé par eux. Eh ben merci. Quand on se tient mal, on travaille mal. Parfait. Aujourd'hui, nous avons cours de biologie. Non. Ne vous attendez pas à un cours d'éducation sexuelle. J'aime autant vous le dire tout de suite. Je ne vais pas me ridiculiser à vous enseigner les choses de la vie. Les choses de la vie, figurez-vous, on les apprend qu'en troisième. Ce n'est pas moi qui vais vous apprendre à vous embrasser, à vous sauter les uns sur les autres. Ça, pas question, hein. Ce n'est pas mon programme. Ce que Madame Marguerite va vous apprendre est quelque chose de beaucoup moins compliqué. Quelque chose de beaucoup plus primaire. Il y a 3 grands principes en biologie. Le début, je vous en ai déjà parlé. Vous êtes tous nés un jour, sans qu'on vous demande si vous étiez bon. Vous êtes nés. Un point, c'est tout. Le second principe de la biologie, c'est le milieu. Le milieu, c'est maman. C'est la vie. C'est papa. C'est maman. C'est Madame Marguerite. Le troisième principe, c'est le plus grave. C'est la fin de la biologie. Et il est de mon devoir, en tant qu'éducateur, de vous annoncer une chose que vous ignorez, puisque vous n'êtes que des enfants, mais qu'il vous faut savoir. Vous allez tous mourir. Tous, sans exception. Mais, demain nous avons français. Madame Marguerite vous fera faire une rédaction. Chaque élève devra me décrire son propre enterrement, avec ses petits mots à lui, ses petites images. Chaque élève me remettra donc un enterrement différent de celui du voisin. Si j'en prends un qui copie sur l'enterrement du voisin, c'est 0 à tous les deux. C'est bien compris? Madame Marguerite n'a pas choisi d'être cruelle avec vous. Madame Marguerite serait malheureuse si vous pensez que Madame Marguerite ne veut pas votre bien. En fait, son plus cher désir est que vous sortiez d'ici, armés pour la vie. Pour vaincre les difficultés de la vie. Et il y en a tout le temps. Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite, et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Je ne viens point ici, pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater, et vous me voyez bien changer de ce que j'étais ce matin. Ce n'est plus cette donne Elvire qui faisait des vœux contre vous et dont l'âme irritée ne jetait que menaces et ne respirait que vengeance. Le ciel a banni de mon âme toutes ces indignes ardeurs que je sentais pour vous, tous ces transports tumultueux d'un attachement criminel et tous ces honteux emportements d'un amour grossier et terrestre. Et il n'a laissé dans mon cœur pour vous qu'une flamme épurée de tout le commerce des sens.
une tendresse toute sainte, d'un amour détaché de tout, et qui n'agit point pour soi, mais qui se met en peine que dans votre intérêt. Tu pleures. Pardon. C'est cette parfaite et pure amour qui me conduit ici, pour votre bien, pour vous faire part d'un avis du ciel, et tâchez de vous retirer du précipice où vous courez. De grâce, Don Juan, accordez-moi pour dernière faveur cette douce consolation. Ne me refusez point votre salut, que je vous demande avec larmes. Et si vous n'êtes touché dans votre intérêt, soyez le moins de mes prières et m'épargnez le cruel déplaisir de vous voir condamné à des supplices éternels. Pauvre femme. Bien, Maurice. C'est à toi, Lisa. Personne ne m'a poussé à contester, mais dès mon tout jeune âge, j'ai très fortement le sentiment de l'importance de lutter contre l'oppression. Personne ne m'a demandé de verser des larmes, mais j'ai pleuré. Personne ne m'a suggéré que je pouvais changer l'état des choses, mais j'ai voulu faire quelque chose de constructif. Et j'ai écrit des livres. J'ai écrit sur la nécessité des femmes de comprendre pourquoi elles sont opprimées et pourquoi elles doivent se battre contre l'oppression. Pendant des siècles, on a appris aux femmes qu'elles sont les esclaves des hommes, qu'elles ne doivent pas contester le système patriarcal, qu'elles doivent rester silencieuses face à leurs violeurs. De ce fait, il a été difficile pour les femmes d'accepter l'idée qu'elles sont des êtres humains, comme les autres, et qu'elles ont le droit de vivre comme des êtres humains, dans l'indépendance et l'égalité. Par mon écriture, j'ai essayé d'encourager les femmes à combattre pour leurs droits et leur liberté. Ma voix a donné aux femmes la possibilité de penser différemment. Les fondamentalistes religieux et les machistes n'ont pas apprécié. Ils ont refusé d'avoir la moindre tolérance à l'égard de mes idées. Ils n'étaient pas d'accord pour qu'une femme brise ses chaînes et devienne libre. Ils ne pouvaient tolérer que je dise que les textes religieux sont dépassés et déplacés. J'ai provoqué leur colère. Rapidement, des centaines de milliers d'extrémistes sont sortis dans les rues et ont demandé que je sois exécutée par pendaison. On a lancé une fatwa contre moi. Au lieu de s'en prendre aux fondamentalistes, le gouvernement s'en est pris à ma personne. Il a ouvert une instruction contre moi pour blasphème. On a lancé contre moi un mandat d'arrêt. Je n'ai eu d'autre choix que de me cacher. Après le versement d'une caution, j'ai dû quitter mon pays. Malgré toute cette pression, j'ai continué à écrire. Dans mes poèmes, mes textes en prose, mes essais, mes romans, j'ai défendu les opprimés. J'ai réclamé avec force l'égalité pour que tout le monde puisse être égaux, quel que soit son sexe et quelle que soit sa religion. Ouais! But soft, what light through yonder window breaks? It is the east, and Juliet is the sun. It is my lady, oh, it is my love. Oh, that she were. Really? She speaks. Oh, speak again by danger. Oh, Romeo, Romeo, wherefore are you, Romeo? Deny your father, and refuse your name. Or, if you will not, be but small, my love, and I'll no longer be a Capulet. Shall I hear more, or shall I speak at this? 'Tis but your name that is my enemy. You are yourself, though not a Montague. What's a Montague? It is nor hand, nor foot, nor arm, nor face, nor any other part belonging to a man. Oh, be some other name. What's in a name? That which we call a rose. By any other name would sound as sweet. So Romeo would, were he not Romeo called, retain that dear perfection which he owes without that title. So Romeo, doff your name, and for that name, that is no part of you, take on myself. I take you at your word. Call me but love, and I'll be new baptized. Henceforth, I never will be Romeo. Pourquoi le faites-vous? Pourquoi le faites-vous? Un matin, je me suis réveillé roi de Thèbes. Et Dieu sait si j'aimais autre chose dans la vie que d'être puissant. Il fallait dire non alors. Je le pouvais. Seulement, je me suis sentie tout à coup comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Cela ne m'a pas paru honnête. J'ai dit oui. Eh bien, tant pis pour vous. Moi, je n'ai pas dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi?
votre politique, vos nécessités, vos pauvres histoires. Moi, je peux dire non encore à tout ce que je n'aime pas. Et je suis seul juge. Et vous, avec vos couronnes, avec vos gardes, avec votre attirail, vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui. Écoute-moi. Si je veux, moi, je peux ne pas vous écouter. Vous avez dit oui. Je n'ai plus rien à attendre de vous. Pas vous. Vous êtes là à boire mes paroles. Et si vous n'appelez pas vos gardes, c'est pour m'écouter jusqu'au bout. Tu m'amuses. Non, je vous fais peur. Et c'est pour cela que vous essayez de me sauver. Ce serait quand même plus commode de garder une petite Antigone vivante et muette dans ce palais. Vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran, voilà tout. Mais vous allez tout de même me faire mourir tout à l'heure, vous le savez. C'est pour ça que vous avez peur. C'est laid, un homme qui a peur. Eh bien oui, j'ai peur d'être obligée de te faire tuer si tu t'obstines. Et je ne le voudrais pas. Moi, je ne suis pas obligée de faire ce que je ne voudrais pas. Vous n'auriez pas voulu non plus peut-être laisser une tombe à mon frère? Dites-le donc que vous l'auriez pas voulu. Je te l'ai dit. Mais vous l'avez fait tout de même. Et maintenant, vous allez me faire tuer sans le vouloir. Et c'est cela, toi? Oui, c'est cela. Pauvre crayon. Avec mes ongles cassés, pleins de terre, avec les bleus que tes gardes m'ont fait au bras, avec la peur qui me tord le ventre, moi je suis reine. Alors aie pitié de moi. Vis. Le cadavre de ton frère, qui pourrit sous mes fenêtres, c'est assez payé pour que l'entre reine d'Anteb. Mon fils t'aime. Ne m'oblige pas à payer avec toi encore. J'ai assez payé. Non, vous avez dit oui. Vous ne vous arrêterez jamais de payer maintenant. Mais bon Dieu, essaie de comprendre une minute, toi, ces petites idiotes. J'ai bien essayé de te comprendre, moi. Il faut pourtant qu'il y en ait qui disent oui. Il faut pourtant qu'il y en ait qui mènent la barque. Cela prend l'eau de toutes parts. C'est plein de crimes, de bêtises, de misère. Et le gouvernail est là, qui ballotte. L'équipage ne veut plus rien faire. Il ne pense qu'à pied la cale. Et les officiers sont déjà en train de se construire un petit radeau confortable. Rien que pour eux, avec toute la provision d'eau douce, pour au moins tirer leurs eaux de là. Et le mât craque, et les vents sifflent, et les voiles vont se déchirer. Et toutes ces brutes vont crever toutes ensemble, parce qu'elles ne pensent qu'à leur peau, à leur précieuse peau, et à leurs petites affaires. Dans l'enseignement général, plus les filières sont valorisées, plus la proportion de garçons est importante. Dans l'enseignement technique, les filles sont surreprésentées dans les filières tertiaires et médico-sociales, et les garçons dans les filières électroniques et industrielles. Ces disparités trouvent une part de leur explication dans la construction de compétences sexuelles. Les filles sont poussées à choisir des filières nécessitant des qualités relationnelles et expressives qui leur permettent de valoriser leur sensibilité. Elles s'orientent ainsi plus volontiers vers des spécialisations littéraires ou sociales qui leur ouvrent des emplois de service tournés soit vers les enfants, soit vers les adultes, mais le plus souvent précaires ou dévalorisés. La socialisation sexuée les destine finalement à choisir un emploi féminin, dominé et peu rémunérateur, pour correspondre aux stéréotypes de leur sexe et pour pouvoir concilier leur vie professionnelle avec leur probable destin de mère. Ma sœur aussi, ils l'ont prise en 43. Elle est revenue? Non, elle avait 22 ans. Vous étiez à votre compte? Oui, juste mon mari et moi. J'ai dû vendre la machine le mois dernier. Je pourrais même plus se remettre à travailler. J'aurais pas dû la vendre, mais... Une machine, ça se trouve. J'aurais pas dû la vendre. Ils m'ont proposé du charbon, mais... Vous avez des enfants? Oui, 2 garçons. Quel âge? 10 et 6. C'est bien comme écart. Enfin, c'est ce qu'on dit. J'ai pas d'enfants. Ils se débrouillent bien. L'aîné s'occupe du petit. Ils étaient en vacances en campagne, en zone libre. Quand ils sont revenus, le grand a dû expliquer au petit qui j'étais. Le petit se cachait derrière le grand. Il voulait pas me voir, il m'appelait madame. Madame Gisèle, Madame Simone, c'est pour les finitions. Bonjour, Madame Hélène. T'as encore tombé du lit ce matin? Madame Lily, Madame Simone. Vous allez m'éborgner un jour. Ça va bien aujourd'hui, Madame Gisèle? Moi? Non, pourquoi?
Comme je vous entends chantonner. Moi, je chantonne pas, Madame Hélène. J'ai pas le cœur à ça, surtout ces temps-ci. Vous faisiez de beau? Ça se voit, vous faites de jolis petits points. Hélène! Hélène! Eh ben ça commence bien. Si c'est l'heure dès le matin, moi... Il y a de l'eau dans le gaz. Il est toujours comme ça? Monsieur Léon, vous l'avez pas encore vu? On vous laisse la surprise. Ça sera répété. Quoi? Ça sera répété. Mais quoi? Ce que vous avez dit de Monsieur Léon. Je lui répéterai. Mais ça va pas? Elle est magoule, cette poule. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Ça vous amuse, vous? C'est sa voix. C'est ta voix. Ça t'amuse? Tu te fous de ma gueule, alors? Malheur des gens, ça fait toujours rire les imbéciles. Faut rire, ça remplace la viande. C'est pour la gorge. Merci. Pectoïde, cache au bonbon, calme la toux, parfume et rafraîchit la laine. Ouais, les femmes qui ont des enfants. Combien? 2. C'est du boulot, hein. Pourquoi t'offres jamais rien? Toi aussi t'es mère de famille, non? J'en offre même pas à mes propres gosses. Tu voudrais quand même pas que j'en achète exprès pour toi? Bah si, ça me ferait plaisir, t'offres jamais rien. Reposez-vous donc un peu l'organe aujourd'hui. Bien sûr, si vous pensez que ce que vous avez à nous dire est plus important. Enfin, une journée de calme, ce serait pas... Ça vous ferait rien me laisser un peu d'espace vital? Ma chère! Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Là, ça file plutôt que d'habitude aujourd'hui. Il lui faut un plombier pour boucher ça. Où t'as chopé ça encore? Oh, je sais pas. Hier soir, j'ai été danser et en sortant, j'ai pris la flotte. Il a plu cette nuit? Je suis tombée dans le caniveau. Marre-toi. J'étais avec Huguette, ma copine Huguette. La grosse. Bon, elle est pas grosse. Huguette, c'est pas celle que t'appelles la grosse vache? C'est ça. Mais ça veut pas dire qu'elle est grosse, c'est qu'elle fait grosse. Alors hier soir, on a été au Guinche ensemble. Et en sortant, j'ai enlevé mes chaussures pour danser. Et après, je les ai pas retrouvées. T'as perdu tes chaussures? On me les a fauchées, oui. On enlève ses chaussures maintenant pour aller danser? Le swing. Pour danser le swing. Alors, gentiment, 2 amerlocs nous ont proposé de nous raccompagner. Il y en a un qui me portait pour pas que je salisse mes petits petons. Et je sais pas ce qui s'est passé. À un moment, ils ont baragouiné quelque chose. J'ai pas compris, hein. J'ai regardé Huguette. J'ai fait oui avec la tête. Et là, le type, il m'a lâché en plein dans le caniveau. J'étais toute mouillée. Les 2 amerlocs et Huguette se sont mis à rire. Alors, on s'est engueulés. Et ce matin, je me suis réveillée comme ça. C'est moi qui paye? Vous avez vu pris le pli? Ça ne fait rien, elle monte tout le monde contre moi, j'ai l'habitude. On n'a même rien dit sur vous, rien du tout. Laisse donc, c'est pas beau de mentir. Si on a dit, surtout elle. Et tu calmes? N'empêche, quand j'y pense. Huguette m'avait dit de pas faire oui avec la tête. Hein. Abonnez ma Fly. Ils étaient sous ou quoi? T'es revenue toute mouillée et pieds nus alors? Ah, ma jupe me collait de partout. J'étais trempée. Elle a rétréci, hein. Une vraie saloperie, cette putain de fibrane, hein. Comment on peut aller danser comme ça tous les soirs? J'y vais pas tous les soirs, j'y étais hier soir. Vous aussi, vous allez danser? Ces temps-ci, je ne vais pas danser. Et avant, vous y alliez? De temps en temps, oui. C'est votre mari qui aime pas ça? Il est pas là. Il est déporté. Là. N'empêche, quand j'y pense, quel salaud cet Amerloc. Et si ça se trouve, c'est peut-être même lui qui m'a piqué mes godasses. Bien fait, t'as qu'à pas les enlever. T'allais danser, toi? Bien sûr. Sans blague. Quand j'étais jeunette. T'as été jeunette, toi? Sans blague. Bien sûr. En tout cas, moi, je danse jamais avec des troufions. Pourquoi pas si c'est pas des boches? N'empêche que les boches, il y a des choses qu'ils faisaient pas. Je m'excuse, enfin. Je veux dire que les Américains, parfois... Vas-y, accouche, crache, dis-nous tout. Qu'est-ce que vous vouliez dire au juste, Madame Gisèle? Rien. Vous aimiez mieux avoir les Allemands que les Américains? J'ai pas dit ça, hein. Ne me faites pas dire. Sur le plan de la tenue, bien entendu.
Question en correction. Alors oui, peut-être. Quoique c'est pareil, c'est comme dans tout, hein. Ils te manquent, tu veux qu'on leur demande de revenir au frisé? N'empêche que les Américains, tant qu'ils étaient pas là, ont prié pour qu'ils arrivent. Maintenant qu'ils sont là, on prierait pour qu'ils repartent. Parlez pour vous. Moi, ils me gênent pas, hein. Sauf quand ils me piquent mes godasses et qu'ils me foutent à l'eau. Je trouve qu'il manque un peu de... Il y en a un qui vous a manqué de respect, Madame Laurence? Madame Simone, s'il vous plaît? Non, venez avec. Vous avez déjà discuté argent? Faut pas vous laisser faire, hein. Méfiez-vous, il a un peu les mains en pince de crabe. Qu'est-ce que vous avez dit? Quoi? Vous avez parlé de crabe? J'ai dit qu'il avait les mains en pince de crabe. Je comprends pas. Il est bien brave quand même. Ça n'empêche pas. Elle aussi. Elle aussi quoi? Mais elle aussi. C'est pas folle. Tiens, je crois pas moi. Je les reconnais. C'est bien simple. Je les reconnais. Elle est bien brave quand même. Oh là 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 là. Tout le monde est brave avec elle ce matin. Elle me plaît bien, c'est tout. Moi aussi là, elle me plaît bien. N'empêche que elle aussi. Elle a un drôle de rire. Elle a pas dû souvent rire avec tous ses malheurs ces temps-ci. Oh, quoi, tout le monde en a des malheurs. On m'a bien piqué mes godasses, j'en fais pas toute une histoire, hein. Et toi qui lui demandes si son mari aime la danse? Est-ce que je savais, moi? Il y a des choses qu'on sent. J'ai plus de boulot. Va en chercher. C'est pas à moi de le faire. Tu préfères perdre une pièce plutôt que de bouger ton cul? Si je le fais une fois, après il faudrait que j'aille toujours. Trois pièces. Une soudure. Un coup de fourreuse. Deux boulons. Une soudure. Un coup de tranchée. Mon Dieu, je me suis coupé les doigts. Mes doigts, vite, que je les récupère. Le patron l'interdit. Ça fait désordre. Mes doigts, je ne pourrai plus me les fourrer dans le nez. Je les ai. J'ai rêvé. Quelle vacherie. Voilà que je travaille en dormant. Comme si l'usine ne suffisait pas. Quelle heure est-il? 6h30. Il n'a pas sonné le salaud. Oh maman, qu'il est tard. Vite petit. C'est notre journée qui commence. Boutard Alice, né Rayon, 1925-1979. Des tomates rouges. Rouges? À moi qui ai toujours eu horreur du rouge. Non mais quel goût des tomates rouges sur tout le sol gris bleuté. J'avais rien contre celui des Levrault. Il est bien, gris bleuté avec une touche de vert. Chaque fois qu'on venait, je disais, tu vois les tomates des Levrault, on a beau dire, ça se conserve. Et la chaleur, comme une espèce de chaleur dans le caveau, mais sobre, décente, pas une fausse comme celle de la cuisine, comme celle de ces tomates rouges que j'en avais assez. J'avais beau dire à l'Antonin, quand est-ce que tu me changes ces tomates? Rien, vraiment rien. Juste une fois, elles sont là et elles resteront là, il m'a répondu. Et j'ai passé plus de 30 ans dans cette cuisine toute rouge, avec les tomates qui me sortaient des yeux. Et l'Antonin, qui trouve rien de mieux que de me faire construire un caveau et de daller le sol avec le reste des tomates entreposées dans la grange. Alors là, je dis stop, ça suffit. Moi, le rouge, je peux plus. Je peux plus.